Guillaume, bonjour. Merci de prendre le temps pour partager avec nous tes réflexions sur le projet européen, sur son avenir. Tu es un des rares penseurs, acteurs du projet européen de ta génération. Tu as travaillé étroitement avec Jean-Claude Juncker. Tu as vécu en Suisse. Est-ce que tu pourrais peut-être en quelques mots, pardon, nous te présenter à nous volontiers? Peut-être quelques mots, mais d'abord vous dire et te dire, Raphaël, que je suis vraiment heureux d'être avec vous cette journée, enfin en tout cas de manière virtuelle. J'espère qu'on pourra l'être de manière physique prochainement. Et puis je reste à la disposition de toute l'audience et des personnalités qui sont là pour entamer une discussion s'ils le souhaitent. Et donc vous pouvez me contacter quand vous le voulez. Oui, j'ai vécu en Suisse. J'ai même une grand-mère qui est née en Suisse. Et je sais que les Suisses sont des Européens qui parfois s'ignorent. J'ai eu la chance d'avoir un parcours en fait à la croisée du politique et d'être au cœur des crises politiques de ces dernières années, puisque j'ai été conseiller spécial de la présidence française de 2008, qui était une présidence de crise, Sherpa du groupe de réflexion sur l'avenir de l'Europe qui a suivi en 2010, présidé par Felipe González. Et puis, j'ai aidé Jean-Claude Juncker à anticiper en fait le référendum britannique et la Commission européenne a préparé la stratégie d'alternative au GAFA comme conseiller spécial du vice-président Ansip. Voilà un peu mon parcours politique, avec une chance que j'ai eue, c'est que j'ai vécu 6 ans à Genève en tant que directeur de l'Union européenne de radio-télévision, qui est l'organisation de médias publics la plus influente du monde et qui est surtout connue pour l'Eurovision, le concours Eurovision de la chanson, mais qui est aussi une puissance politique, géopolitique, industrielle qui est méconnue. Et à mon temps perdu, j'ai créé un think tank qui s'appelle Europa Nova et j'écris des récits, des essais, des éditos. J'ai longtemps eu le bonheur, je sais qu'il y a des gens qui avaient le bonheur de lire ce journal, d'écrire pour l'hebdo de Lausanne. Oui, l'hebdo qu'on regrette aujourd'hui encore. Merci. Peut-être pour sauter dans la thématique, une première question. Ou en quoi, pour toi, l'Union européenne aujourd'hui est encore ou est un projet d'avenir? Et il faut voir ce que c'est que le projet d'Union européenne et d'où il vient, en fait. Et le projet d'Union européenne, c'est quelque part de tirer les enseignements de 3 siècles de civilisation européenne née avec la Renaissance, qui était la civilisation à la fois du progrès, de l'innovation, et qui est la civilisation qui a aussi amené aux plus grandes barbaries de l'histoire et à des guerres et de religion et géopolitiques entre puissances qui ont failli tuer, anéantir définitivement l'Europe. Et finalement, c'est quoi le projet européen d'après-guerre qu'on appelle aujourd'hui l'Union européenne, mais qui a commencé avec la CECA et qui s'est traduit par les communautés européennes, mais aussi par une multitude d'organisations européennes qui participaient de la même dynamique, et notamment le CERN ou l'UR ou l'UEFA qui se trouve paradoxalement en Suisse, mais la Suisse a vocation et avait vocation à être au cœur de cette dynamique collective. C'est en fait la volonté de remplacer l'état de guerre par l'état de paix, le rapport de force par le rapport de droit, et puis le principe de division des mêmes, parce que c'est beaucoup d'États qui se ressemblaient beaucoup, avec des populations qui se ressemblaient beaucoup, qui se sont fait la guerre, par le principe d'unité dans la diversité. C'est ça le projet de l'Union européenne, et c'est un projet au long cours qui est récent finalement, puisqu'il naît dans l'immédiat après-guerre, il a un peu plus de 70 ans aujourd'hui, et il a réussi à surmonter ce que j'appelle la malédiction de la 3e génération. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du Brésil, de l'Empire brésilien, qui était considéré comme un empire républicain avec un président très progressiste. Et jusqu'à quelques semaines avant l'effondrement de l'Empire, tout le monde pensait qu'il allait encore durer très longtemps. Et on arrivait à la 3e génération qui avait oublié les raisons de
la philosophie impériale, qui était une philosophie républicaine et progressiste, et qui a voulu, qui l'a renversée parce qu'elle voulait prendre le pouvoir. Et cette troisième génération, eh bien, en Europe, elle a passé, on est déjà à la quatrième. C'est la troisième génération qui a fait faillir l'Union soviétique. C'est la troisième génération qui a fait faillir l'Empire austro-hongrois ou l'Empire allemand. L'Union européenne, elle est encore là. Et donc, c'est à cette génération qui arrive, qui n'a plus l'ADN historique de l'Europe, d'inventer un nouveau récit commun. Et je crois que c'est la responsabilité, ta responsabilité, Raphaël, et ma responsabilité, la responsabilité de tous ceux qui sont là autour de nous aujourd'hui. Puis si je peux rebondir là-dessus, selon toi, quelles sont les raisons qui ont fait que justement l'Union européenne ou ce projet européen n'a pas périclité avec ou après la troisième génération? Et parce qu'en fait, le projet européen d'après-guerre, c'est beaucoup plus que l'histoire qu'on a racontée. Moi, l'histoire qu'on m'a racontée à l'époque, c'est la réconciliation franco-allemande et puis un projet institutionnel avec des pères fondateurs. Et ce que j'ai appris paradoxalement en travaillant comme directeur de l'Union européenne de radio-télévision et puis en voyant toutes ces organisations qui avaient essaimé après-guerre, c'est qu'il y a plein de communautés de gens, d'hommes, de femmes, qui, au lendemain de la guerre, se sont dit « mais on a besoin, on ne peut plus recommencer le monde tel qu'il était avant, et il faut faire émerger un nouveau monde et bâtir une nouvelle société, une nouvelle civilisation qui métabolise les aspects positifs de la précédente et qui se débarrasse en revanche des aspects négatifs. » Et ces communautés étaient multiples. Dans le domaine du droit, elles ont amené à la création de la Convention européenne des droits de l'homme en 1950. Elles ont amené aussi à la création de l'UER, l'Union européenne de radio-télévision, en 1950, à la création du CERN, en 1954, dans le domaine scientifique, dans le domaine du football, l'UEFA, etc. Et dans tous les domaines, en fait. Et ces communautés sont ce qu'on appelle aujourd'hui des communautés bottom-up. Elles existent encore et elles rayonnent. Et je pense que c'est un des ciments de l'Union européenne qui a été majeure. Parce que l'Union aurait pu s'écrouler, par exemple, en 89, quand la menace communiste avait disparu. Et en fait, non. Il y avait la volonté de beaucoup de peuples de devenir des Européens comme les autres. Et on ne peut pas comprendre aujourd'hui le degré d'attachement, par exemple, des Polonais à l'idée européenne, hein, c'est en 80-82%, si on ne comprend pas le fait que les Polonais souhaitent être des Européens comme les autres. Et puis, je crois qu'il y a, si on reprend le récit européen, en vérité, c'est quoi le récit européen? Ce sont de vieux empires avec des États qui les ont dominés, qui ont périclité ou qui sont sur le déclin et qui se sont dit c'est ensemble qu'il faut qu'on se réinvente en se mettant sur un pied d'égalité. Et ça, c'est profondément moderne et c'est profondément, je dirais, disruptif et révolutionnaire. Et cette révolution, l'Union européenne, en fait, est la seule à l'avoir réussi dans le monde parce qu'elle exige un niveau de maturité politique et historique extrêmement élevé. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Raphaël? Oui, merci. Mais peut-être là aussi directement pour faire le pont avec l'actualité. Effectivement, je partage aussi ce constat. C'est pas à négliger toutes les crises aussi que l'UE a su surmonter et ça montre probablement aussi une certaine robustesse ou une capacité d'adaptation qui contribue selon moi aussi à ce succès. Entre-temps, le monde s'est complexifié. Il y a eu différents événements. On traverse une crise sanitaire. On voit du côté de la Pologne, de la Hongrie aussi une remise en question des valeurs qui sont le fondement de ce projet-là. Est-ce que si on... Bon, c'est faire des projections dans l'avenir, enfin, une chose qui est toujours compliquée à faire, mais est-ce que, voire impossible, est-ce que les signaux aujourd'hui sont plutôt au vert par rapport à est-ce que l'UE sera en mesure de répondre encore aux défis de demain? Alors, on passe de la grande histoire à l'histoire récente et voilà. à l'actualité chaude. L'histoire récente, c'est quand même une union qui a été
qui a connu 20 ans de crise et qui n'a cessé de renforcer son intégration depuis 20 ans. 20 ans, c'est le moment où je me suis intégré dans la vie active de l'Union européenne, et je n'ai connu que des crises. Crise irakienne, où on a vu les divisions entre l'Est, l'Ouest, le Nord, le Sud de l'Europe. Crise suite au référendum de 2005, avec la France et les Pays-Bas qui ont mis le feu au lac, comme on pourrait dire, et qui ont failli créer une inertie institutionnelle totale. Crise économique, financière entre 2008 et 2012 qui a failli sortir la Grèce. Crise migratoire de 2015. Crise référendaire britannique de 2016. Crise sanitaire. Enfin, ça se cumule. Et paradoxalement, l'Union est toujours là et la dynamique d'intégration n'a cessé de s'accélérer, et elle s'est encore plus accélérée ces dernières années, paradoxalement avec le Brexit. Paradoxalement avec le Brexit, on pourra revenir dessus. Mais pourquoi elle s'est accélérée? C'est tout simplement que les États européens sont des petits États et sont confrontés à une réalité globale face à des titans, qui sont la Chine et les États-Unis. Et il y a eu cette compréhension ces dernières années que le monde n'était plus centré sur l'Europe ni sur l'Occident, et que face à cette révolution copernicienne, qui était finalement, on a vécu pendant 5 siècles dans un monde où nous pensions le dominer, nous nous sommes rendus compte que nous n'étions qu'un parmi d'autres et plutôt déclinant. L'unité européenne, l'attachement à l'idée européenne a cru. Mais il a cru aussi parce que ces 15 dernières années ont été l'occasion de créer une vraie société européenne. Et quand on regarde les préoccupations des citoyens européens, d'abord les grandes préoccupations, j'avais mené une étude qui s'appelle We European, où on a touché 38 millions de citoyens européens. On voit que partout dans l'Union, et ce n'est pas vrai en dehors de l'Union, mais les principales préoccupations sont les mêmes. Le développement durable, le renforcement de la démocratie, la dimension sociale avec notamment la santé et les retraites, la dimension éducative et la justice fiscale et notamment la question des GAFA. Et ça, c'est vrai dans tous les États membres de l'Union européenne, je ne sais pas si c'est vrai en Suisse, mais ce n'est pas exactement les mêmes priorités autour, ou même pas du tout. Et ça fait en fait qu'il y a une dynamique démocratique qui est transnationale. Ensuite, quand on regarde les modes de vie dans les grandes villes européennes, quand on regarde la tolérance, le rapport par rapport aux droits LGBT, les modes de vie, la consommation, ils sont très proches dans les villes européennes, dans les villes de l'Union. Ce n'est pas vrai ailleurs non plus. Alors, on voit aussi les mêmes débats sur plus d'intégration ou plus d'Europe et la tentation souverainiste ou la tentation nationaliste, qui est souvent liée à un rapport ville-campagne et des niveaux d'éducation. Donc, les Européens, en tout cas les citoyens de l'Union européenne, sont traversés par les mêmes préoccupations, développent les mêmes comportements, avec un niveau de maturité qui est plus ou moins rapide. Par exemple, il y a 10 ans, je ne sais pas si il y a 15 ans, moi je me rappelle, j'étais avec Jean-Pierre Jouyet pour la présidence française le matin, où on a eu les résultats du référendum irlandais en juin 2007, qui était négatif. Ils ne voulaient pas du traité de Lisbonne. Pour deux raisons, en fait. C'est qu'ils avaient peur que l'Union européenne les oblige à accepter le mariage de même sexe, alors que ce n'est pas du tout un projet européen, et puis la question du droit à l'avortement. Finalement, c'est les Irlandais eux-mêmes qui ont, par référendum, adopté le mariage de même sexe et le droit à l'avortement. Et aujourd'hui, la société irlandaise est une des sociétés les plus avancées, les plus progressistes d'Europe, et elle ressemble à la plupart aux sociétés françaises, aux sociétés allemandes. Et je suis convaincu que la même chose se passera en Pologne, et qu'il y a les mêmes tensions en Hongrie. C'est juste une affaire de décalage temporel parce qu'ils ont intégré l'Union un peu plus tard. Mais cette cohésion de l'Union, elle est due à l'émergence d'une vraie société européenne et puis d'un mouvement de fond bottom-up que les livres d'histoire et que les politiques, parce qu'ils ne regardent que le national, n'ont pas su mettre en relief. Et je crois que c'est la responsabilité des politiques qui croient en l'Europe, des dirigeants d'entreprise, des journalistes, des intellectuels,
de mettre en perspective ces dynamiques qui changent le regard que l'on porte sur l'Union. Puis peut-être dans ce contexte-là, tu as parlé d'accélération de l'intégration. Le Brexit en particulier, il a eu quelles conséquences, perspective suisse, on a senti, ou alors justement c'est quelque chose que tout le monde ne voit pas encore, mais on sent qu'il y a une unité qui a été renforcée au sein du bloc européen. Enfin, peut-être quelques mots sur les conséquences du Brexit dans ce contexte-là. Alors, la première conséquence, en fait, c'est que les citoyens européens ont pris conscience que l'Union européenne pouvait être mortelle et qu'elle était fragile. Et on a vu, dès avant le vote britannique de 2016, partout en Europe, le sentiment, dans l'Union européenne, pas au Royaume-Uni bien sûr, mais le sentiment d'adhésion au projet européen augmentait de manière très forte. Si bien qu'aujourd'hui, on est presque au niveau les plus élevés des 2 ou 3 dernières décennies. Chose qu'on ne dit pas parce que dès qu'un journaliste m'interviewe en France, il me dit mais les Européens ne veulent pas de l'Europe, ils sont peu attachés à l'Europe. D'ailleurs, ils ne votent pas aux élections européennes. J'étais auditionné à au Sénat il y a quelques semaines et il va être la représentante des radios. Il se trouve que les élections européennes de 2019 ont vu une progression de 10 points par rapport aux élections précédentes de 2014 et que les élections européennes sont dans beaucoup d'États membres les élections où l'on vote le plus. Et donc, on raconte beaucoup d'âneries sur l'Europe que beaucoup de gens laissent passer. Mais cette dimension-là, il faut comprendre que c'est d'abord les citoyens européens qui ont réagi et qui ont marqué leur attachement parce qu'ils ont senti le caractère faillible de l'Union et combien ils en avaient besoin. Et c'est cette dynamique-là qui a amené les politiques à préserver l'unité européenne, mais ils ont très bien compris aussi qu'ils avaient des intérêts communs face au Royaume-Uni, et notamment des intérêts financiers. Et finalement, il n'aura fallu que quelques semaines pour que, après le référendum du 23 juin 2016, pour que les Européens en septembre adoptent ce qu'on a appelé la déclaration de Bratislava, qui est une feuille de route pour une sorte de renaissance européenne avec un certain nombre de priorités qui ont été menées à bien par la suite, et notamment en matière de sécurité, puisque l'Europe a progressé grâce à toute une série d'initiatives stratégiques en matière de sécurité et de défense qui n'étaient pas possibles avec les Britanniques. Mais la deuxième chose qui était impossible avec les Britanniques et qui aurait été infaisable, c'est ce qui s'est passé avec la crise du Covid. Avec la crise du Covid, les Européens ont décidé un plan de relance commun. Moi, je me rappelle que j'étais au Conseil européen à l'époque, en 2012, quand il y a eu la possibilité d'inscrire à l'ordre du jour du Conseil européen. Le Conseil européen, c'est cette réunion qui rassemble les chefs d'État et de gouvernement et qui a lieu trimestriellement et parfois mensuellement en période de crise. Les Britanniques ont dit hors de question d'inscrire cette idée à l'ordre du jour. Même la possibilité d'inscrire une idée d'un plan de relance européen ou d'une dette européenne à l'ordre du jour d'un Conseil européen était impossible. Et le seul fait qu'il soit sorti a rendu la chose tout à fait possible et normale. Et ça, c'est un grand pas. Une autre conséquence, c'est que il y avait un tabou avec les Britanniques, c'est que l'Europe devait en permanence s'élargir. Et donc, la question des frontières était une question qui était aussi impossible à penser pour les Européens. Maintenant qu'ils sont dehors, la question des frontières est pensable. Un autre élément, c'est que les Britanniques, qui ont adhéré en fait à l'Union européenne parce que, par défaut, ils étaient à l'extérieur, les communautés européennes commençaient à être un succès, et ils voulaient profiter de ce succès, alors que même décliné depuis les années 30, tant du point de vue géopolitique que du point de vue économique. Et ils ont la contrepartie, c'est de leur soutien, c'était de mettre le logiciel ultralibéral au cœur de la mécanique européenne. Et avec leur départ, en fait, on est revenu finalement à un logiciel historique qui est un logiciel beaucoup plus équilibré, avec une dimension sociale beaucoup plus forte. Et d'ailleurs, on a lancé
un programme qui s'appelle SURE, de près de 100 milliards d'euros, programme européen de soutien, de financement du chômage partiel. Et ça aussi, ça aurait été impossible. Donc on voit en fait que, quelque part, le Brexit a libéré les Européens et a permis, dans la pratique, une nouvelle phase d'intégration qui aurait été complètement taboue si les Britanniques étaient restés à bord du navire. Peut-être une question sur la pandémie, la crise du Covid. Elle a fait le lien aussi avec cette question du narratif. Au début de la crise, l'Union européenne a souffert des images ou des mauvaises images qui circulaient dans les médias avec les charters russes, chinois qui venaient aider l'Italie qui était terriblement touchée par le Covid. Entre-temps, il y a quand même de l'eau qui a coulé sous les ponts, il y a enfin, voilà, tout ce qui est de la coordination au niveau de la production des vaccins, de la distribution qui s'est passé. Tu portes quel regard sur cette réponse européenne dans ce contexte-là et justement la question du récit là autour? D'abord, je pense qu'on est très mauvais en termes de récit parce que quand on regarde, nous les Européens, ce qui s'est passé par exemple aux États-Unis, qui est une fédération, c'était le chaos total entre les États fédérés, avec une compétition entre les États, avec les mêmes vols de médicaments, d'équipements, une compétition qui a fait doubler ou tripler le prix des équipements aux États-Unis. Et puis on a vu que s'il n'y avait pas eu de vaccin, ça aurait été la bérésina la plus totale. Même chose au Brésil, qui est une fédération. Et donc les Européens, finalement, oui, il y a eu quelques semaines de cacophonie, mais très vite, il y a eu le sentiment que la solution ne pouvait être que collective. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que dès que les vaccins sont arrivés, vaccins financés, en fait, les 2 premiers vaccins ont été financés par la recherche et développement européenne, le Conseil européen de la recherche, très en amont. Hein. Et ça, on ne l'a pas dit parce que le CR, qui est une institution fédérale, est indépendante de la Commission et des États membres. Et donc, chacun a du mal à s'approprier ce que fait l'autre. Donc, on a mis 6 mois pour dire, mais BioNTech, Oxford AstraZeneca, ça a été financé par de l'argent fédéral communautaire. C'est quand même complètement hallucinant. Parce que sans l'argent communautaire et sans la recherche fondamentale qui a été initiée il y a plusieurs années, ça n'aurait pas été possible. Ça, dans le narratif européen, ça a manqué. Et puis, le deuxième élément qui manque, c'est que à partir du moment où on a eu le vaccin, on a décidé, en tout cas les pays de l'Union ont décidé, nous, les citoyens de l'Union européenne, avons décidé que ce vaccin serait pour tous les citoyens de l'Union européenne, sans distinction de race, d'origine, enfin, et tous les gens qui sont au sein de l'Union européenne. Et c'est ce qu'on appelle, en fait, du point de vue de la philosophie politique, un moment républicain. C'est un moment où on crée une sorte de droit universel qui est pour tout le monde. Et d'ailleurs, on a décidé aussi qu'un tiers de nos vaccins seraient exportés de manière continue. Et de se donner les moyens pour produire le plus de vaccins. Et on a tenu notre promesse. On a tenu notre promesse, si bien que à la fin de l'été, avec un trimestre d'avance, les Européens sont devenus la première puissance vaccinale mondiale avec le plus haut niveau de vaccination. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la résistance. Et on voit que ceux qui refusent de se faire vacciner contribuent à une quatrième phase, une quatrième vague, demain une 5e vague, qui est problématique. Mais c'est quand même quelque chose d'inouï. Et ce qui est inouï aussi, c'est que l'Allemagne ou les Suédois qui avaient des entreprises qui développaient les vaccins auraient pu dire, mais nous, on les garde pour nos concitoyens d'abord. C'est ce qu'ont fait les Britanniques et c'est ce qu'ont fait les États-Unis. Hein, disons-le. Et non. Il y a eu une dynamique de solidarité qui a fait que tout ça ait finalement été normal. Ça n'a même pas posé de questions. C'était naturel. Du point de vue politique, c'est vraiment très important. C'est la création, dans la pratique, d'un nouveau droit, d'une nouvelle liberté, droit de se protéger, liberté, parce qu'une fois que tu es vacciné, de retrouver une activité normale, qui est à peu près inédite dans l'histoire. Et il aurait été opportun, il serait opportun que les institutions européennes, Madame von der Leyen, puissent avoir un discours qui mette plus en perspective et qui
permettent aux Européens de prendre conscience de ce que l'Union a fait pour eux et qui aurait été impossible sans l'Union. Et quand tu discutes, en fait, je voyage beaucoup, puisqu'on peut revoyager, les citoyens de l'Union sont conscients que l'Union a fait quelque chose d'inédit, mais ne perçoivent pas très bien parce que personne ne fait véritablement le récit. Puis il y a un autre élément, c'est quand même notre générosité à l'égard du Royaume-Uni. Le gouvernement Johnson a expliqué Urbi et Orbi que c'était grâce à la recherche britannique financée par eux. C'est complètement faux. Et sans le tiers de vaccins, puisque nous, on a exporté les vaccins produits dans l'Union, parce qu'on refusait de faire. Donc, le tiers de vaccins qui ont été administrés aux Britanniques et qui venaient de l'Union européenne, ça aurait été une bérésina, et Johnson aurait dû démissionner déjà il y a 6 mois. Et donc, je trouve qu'on a été extrêmement indulgent et en plus extrêmement élégant de ne pas dire que c'était grâce à nous que cela avait été rendu possible. Mais bon, c'est peut-être ça l'esprit européen. Hein. C'est une forme d'universalisme et d'élégance. Et je pense qu'il faut la revendiquer, il faut la porter, même si dans beaucoup d'États membres, on voit des courants anti-européens minoritaires. Mais est-ce qu'il n'y a pas justement un risque à être trop courtois, trop élégant, un risque de se faire manger quand on voit… pour être honnête, quand on voit la… politique, Voilà, ouais. du point de vue politique, moi j'aurais refusé, ne serait-ce que quelques semaines, d'exporter mes vaccins au Royaume-Uni pour casser le narratif anglo-saxon, le narratif britannique, qui reste dans beaucoup d'esprits et qui a été porté par plein de journalistes, et pas seulement, et par plein de leaders d'opinion, et même par plein de pro-européens. Et donc, il y a un moment où il y a des choses qu'il faut casser, il ne faut pas laisser faire. Et je suis d'accord avec toi. Parfois, on est trop élégant et pas assez politique. Et je pense qu'on est dans une période extrêmement politique où on a besoin d'une parole européenne, une parole d'intérêt général européen qui le soit également. Et je la trouve parfois un peu trop technocratique. Puis là, peut-être une question sur 2 grands axes d'importance pour l'Union, pour la Commission européenne. Il y a toute le changement climatique, tout le dossier environnement, climat et la transition numérique. Contexte-là, selon toi, l'Union en tant que telle sera ou est à même de répondre aux énormes défis qui font face à nous? Je crois que de toute façon, le défi climatique est un défi global. Et donc, dans cette perspective-là, l'Union européenne est un mouvement moteur. Sans le moteur européen, les autres ne suivent pas. Mais évidemment, ce n'est pas suffisant et il faut un rapport de force qui contribue à une dynamique collective plus rapide. Et on voit bien que l'échec de la COP qui s'est passée en Écosse est un vrai problème pour lequel on n'a pas de solution immédiate. Ce qui est certain, si on parle de l'Europe, c'est que l'Europe est la seule qui contienne dans ses traités, notamment le traité de Lisbonne, un objectif de développement durable, que sont les États de l'Union européenne qui ont été précurseurs. En 2008, sous présidence française, à la fin de la présidence, on a adopté ce qu'on appelait le paquet énergie-climat, avec l'objectif de réduire de 20% les gaz à effet de serre à l'horizon 2020, une série de… Et sans cet accord, il n'y avait pas d'accord à la COP d'accord sur le climat à la COP de Paris. Et donc, il faut voir la capacité d'entraînement qu'on a quand nous sommes unis. Et la taxe carbone aux frontières, si elle est bien gérée et si l'Union européenne renforce l'unité de sa politique étrangère, sera un accélérateur. Mais quoi que fassent les Européens, et les Européens sont en avance sur le reste du monde, le défi climatique est un défi global. Et j'ai le sentiment que nous sommes la seule grande puissance. L'Europe est une grande puissance climatique, elle n'est pas sur tous les domaines,
qui ait vraiment conscience qu'il faille avancer très vite, pour une raison simple, hein, c'est que l'Union européenne, même à 27, est un petit territoire comparé aux États-Unis ou à la Chine ou à l'Inde, avec des ressources qui sont rares et qui a connu aussi l'époque industrielle et ses pollutions, et que les citoyens de l'Union ont une priorité partagée très très forte, hein, qui est la qualité de leur environnement. Ce n'est pas le cas partout dans le reste du monde. Et cette dynamique politique pousse les États membres à être beaucoup plus ambitieux que les dirigeants ne le seraient spontanément. Maintenant, l'autre défi, qui est aussi un défi global, c'est le défi numérique et de la transformation numérique. C'est une des deux priorités de l'Union européenne, des deux grands axes. Et c'est un défi qui est compliqué parce qu'en fait, la principale difficulté, c'est que nous sommes confrontés face à des plateformes systémiques, les GAFA, qui se comportent comme des entreprises coloniales à l'échelle globale et qui déstructurent, même avec peu de parts de marché, des industries entières de manière extrêmement rapide, qui capturent la valeur économique sans payer d'impôts ou en payant très très peu, qui mènent une guerre de talents qui font qu'elles récupèrent les talents de la transition numérique chez elles, les meilleurs chercheurs, parfois des gens qui travaillent pour les industries de la défense, qui sont des très bons algorithmiciens ou data scientists. Ça fait exploser les prix et ça crée un déficit de ressources essentielles dans l'Union européenne. Et là, le sujet, c'est un rapport d'ailleurs que m'avait demandé Jean-Claude Juncker sur la souveraineté numérique, il est triple. C'est d'une part de garantir les droits des citoyens face à des entreprises qui se comportent et qui ont des visions comparables à des puissances politiques. Et donc, là, il y a un sujet de protection des données, d'accès aux données, d'interopérabilité. Il y a un sujet de régulation, avec potentiellement une capacité à démanteler des entreprises qui nous déstructurent. C'est ce qu'on appelle le DMA en Europe, l'acte sur la régulation des marchés qui est en train de se discuter. Et puis, il y a un troisième enjeu, c'est de se doter d'entreprises qui innovent dans le domaine numérique et qui contribuent à accélérer la transformation numérique de nos sociétés, tout en permettant aux citoyens qui refusent ou qui, à un certain moment, ont envie de ne pas être connectés, de pouvoir l'être. Parce qu'on reste des êtres humains et le droit à la déconnexion est, à mon sens, quelque chose qui est fondamental et que les Européens doivent revendiquer. Donc le défi est élevé. L'Union européenne, et notamment le commissaire Breton, est en charge de le relever. Il y a plusieurs actes qui sont en train de se discuter à l'échelle européenne. Je pense que les entreprises suisses sont complètement concernées par ce qui s'y passe et qu'elles auraient intérêt, moi je suis prêt à discuter avec toutes les parties prenantes, de s'y intéresser de très près. Je pense en tout cas qu'on va dans la bonne direction, qu'il faut sans doute être plus ambitieux et accélérer, mais s'il y a une puissance dans le monde qui se préoccupe de ça, c'est bien l'Europe. Est-ce que j'étais… Peut-être je peux encore une toute dernière question pour peut-être boucler la boucle. La dimension, le défi, ouais, je ne sais pas si on peut appeler ça le défi citoyen, mais le défi de la participation citoyenne, de la démocratie. Là, pour clore ce chapitre, des espoirs par rapport à ce qui nous attend à ce niveau-là, parce qu'on l'a mentionné avec transition numérique, le climat, il y a une amorce de développement, de renforcement de la dimension sociale du projet européen. Il y a la question du récit, comment prendre les gens avec à l'avenir pour garantir que dans la tête de chacune, de chacun, ce projet reste celui qui est perçu comme étant la bonne réponse aux défis qui nous font face. Je crois que le véritable enjeu aujourd'hui, j'ai dit qu'il y avait une nouvelle civilisation européenne, je pense que cette civilisation doit être une civilisation citoyenne. Et les Européens ont perçu cette dimension. Dans cette perspective, d'ailleurs, suite à un lobbying qu'on avait fait avec
beaucoup de personnalités européennes, même suisses, puisque Lionel Bayer y avait participé avec d'autres. La conférence sur l'avenir de l'Europe a eu lieu, mais cette conférence, elle n'est pas assez inclusive, elle n'est pas assez massive. Et donc le sujet, puisque cette conférence elle devait se finir en mars, je pense qu'elle va durer un an de plus, c'est de penser à une V2 qui permette d'inclure plusieurs dizaines de millions de citoyens européens. Et ce que je peux dire, c'est que l'expérience que j'ai de la démocratie participative européenne, notamment avec l'expérience européenne, où on a touché dans 25 langues des citoyens de 27 nationalités, c'est que quand on offre la possibilité aux citoyens européens de penser l'Europe non plus à l'échelle nationale en silos, comme si l'Europe c'était 27 silos nationaux, mais comme un espace public partagé, les taux de participation sont 2 fois supérieurs à une participation pour un exercice national comparable. Ce qui veut dire qu'il y a une appétence des citoyens européens à écrire la suite de l'histoire européenne. Et donc, le vrai sujet, c'est d'être innovant sur les modalités qui permettent aux citoyens de participer, de s'exprimer, sans doute de manière continue. Et je crois que les technologies, puisque c'est un des sujets sur lesquels je travaille, permettent de penser aujourd'hui une vraie démocratie plurinationale, multilingue, continue, en s'appuyant sur les derniers développements de l'intelligence artificielle, de la traduction automatique, des évolutions numériques qui permettent une interactivité plus grande. Et donc, c'est ça notre défi, c'est de trouver des bonnes modalités, sachant qu'il ne faut pas oublier que la démocratie, c'est un processus qui est dynamique et qui a toujours tiré parti des développements technologiques et sociétaux. Et là, on est dans une période où il y a de grands développements technologiques et de grands développements sociétaux, ce qui veut dire qu'on est à un moment où on peut écrire une nouvelle page de l'histoire européenne. Alors, vous me direz, il n'y a pas de peuple européen, mais je dirais, il y a une société européenne, et puis il y a un démos européen, il y a une communauté politique de citoyens et d'États qui ont conscience que leur avenir s'écrit ensemble et qui veulent participer. Ce n'est pas un peuple ou une nation à proprement parler, mais c'est un démos au sens grec, c'est-à-dire une communauté politique. Et ça, c'est un atout considérable qu'il ne faut pas négliger. Et à partir du moment où on a conscience, je pense que ça change la donne et ça permet d'écrire, de penser différemment l'avenir de ce continent et de l'Union européenne. Avec un jour, j'espère, la Suisse, puisqu'elle y a sa place. Mais la difficulté de la Suisse, c'est que c'est un pays qui est à certains égards exceptionnel et en avant-garde, puisque c'est une mini-Union européenne à elle seule. Et c'est difficile d'inscrire une mini-Union européenne au cœur de l'Union européenne. C'est un défi identitaire et c'est un défi politique. Mais je ne pense pas qu'il soit souhaitable que la Suisse et que les Suisses restent en quelque sorte le passager clandestin de l'Union en profitant de ses avantages sans contribuer à sa dynamique politique et avoir sa petite lumière, son intelligence au service du collectif. Je pense que ça grandirait extraordinairement cette grande confédération qui est la Confédération helvétique.